tous aujourd'hui une introduction sur le cours que nous allons traiter sur la culture, à savoir la culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer. Je ne sais pas si vous avez noté le titre de ce chapitre. Donc c'est chapitre 3. Chapitre 3, la culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? L'humanité se répartit dans des cultures différentes. L'humanité se répartit dans des cultures différentes. Et là, qu'est-ce que j'ai fait dès la première phrase? J'ai lié la culture à, à la différence. Et donc, je vais introduire la notion de distinction comme ça. C'est pas compliqué, et c'est mieux que on va se demander d'abord ce que c'est que la culture, et ensuite on va se demander ce que c'est que la distinction. En une phrase, vous liez les deux. À chaque société correspondent, ENT, des coutumes, des pratiques sociales, des croyances, des normes distinctes. Des normes distinctes. Mais les différences culturelles, les différences culturelles ne relèvent pas seulement du fait. Les différences culturelles ne relèvent pas seulement du fait. Pour faire valoir son identité, chaque société se différencie activement se différencie activement des autres. Au risque parfois du conflit. Ce qui est vrai
à l'échelle collective ce qui est vrai, ce qui est véridique. Ce qui est vrai à l'échelle collective l'est aussi à l'échelle individuelle. Chacun d'entre nous fait valoir son identité chacun d'entre nous fait valoir son identité en se différenciant des normes qui régissent, en se différenciant des normes qui régissent son milieu. Au risque parfois de s'en détacher, sans accent circonflexe. Ça va? Alors, d'un côté, la culture est ce qui semble rassembler les hommes, les êtres humains si vous préférez. La culture est ce qui semble rassembler les hommes. Elle est peut-être ce qui distingue essentiellement l'humanité de l'animalité. Elle est peut-être essentiellement ce qui distingue l'humanité de l'animalité. Elle est aussi ce qui fonde l'identité collective d'une société. Je suis en train de lire un gros article, hein, il fait une soixantaine de pages quand même, c'est entre le bouquin et l'article, de Robert Putnam sur les sociétés multiculturelles, et c'est très intéressant. D'une société. La culture est ce qui fonde l'identité collective d'une société. Alors,
D'un autre côté, la culture est ce qui semble diviser les êtres humains. C'est par l'appartenance différenciée à une culture voire par l'opposition à l'altérité, voire par l'opposition à l'altérité, donc l'altérité c'est ce qui est autre, que le groupe et l'individu font valoir leur identité. Autrement dit, et j'ai fini l'intro, on va pouvoir parler. Autrement dit, ce qui fonde notre commune humanité, l'appartenance à une culture, ce qui fonde notre commune humanité, notre appartenance commune à l'humanité, si vous préférez, est aussi ce qui semble la diviser. Est aussi ce qui semble la diviser. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça fait combien de pages? Même pas un quart. Donc c'est pas la peine de faire 2 pages, hein. On est d'accord que c'est relativement court. Et là, tout y est, si vous voulez. Donc c'est vraiment pas la peine de faire long. Ce qu'il faut, c'est une analyse du sujet qui lie les notions entre elles et un problème, d'un côté, d'un autre côté. Et en fait, c'est vrai que ça fait entre une moitié et 2 tiers de page. Pas beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Alors on pourrait faire plus en faisant une accroche, mais l'accroche c'est de la rhétorique, on n'en a pas besoin au fond. Ça va? Je veux que ça soit gravé dans vos têtes. Que ça soit gravé dans vos têtes. Analyse du sujet qui lie les notions entre elles. Problème d'un côté, mais d'un autre côté. Okay, ça fait 3 fois qu'on fait ça en classe, peut-être même un peu plus d'ailleurs. Il faut que ça rentre maintenant. Ça va? On y est. Grand 1. Grand 1. Que reste-t-il de l'idée de nature humaine? Que reste-t-il de l'idée de nature humaine? Que reste-t-il de l'idée de nature humaine? Ça va pour tout le monde? Alors, qu'est-ce que c'est que la nature humaine pour vous? Quand vous entendez parler de nature humaine, à quoi pensez-vous?
Oui, quelque chose qui crée l'humain, à créer par l'humain. Comment est-ce qu'on appelle ce qui est créé par de la main de l'homme? Est-ce qu'on appelle ça du naturel? Oui, exactement, exactement. Donc, ce qui est créé par l'homme, ce qui vient de l'homme, c'est au contraire du naturel, c'est ce qui est artificiel d'une certaine manière. Alors, nature humaine, ouais, les comportements, voilà. Ah, quel genre de comportement? La bipédie, c'est pas n'importe quel comportement. La digestion, c'est pas n'importe quel comportement. C'est des comportements qui sont quoi? C'est des comportements qui sont culturels, ça? Oui, on appelle ça un comportement ou une action biologique, exactement, ou physiologique. Donc, quand on pense à nature humaine, c'est très intéressant parce que c'est vraiment le sens moderne de la nature humaine. Quand on pense nature humaine, on pense biologie, on pense physiologie, on pense au corps humain, en fait. Au corps humain, dans son comportement, indépendamment de toute influence sociale. Vous êtes déjà allé chez le médecin et on a dû vous faire ce test. Quand on vous met un petit coup de marteau sur le genou, vous avez la jambe qui tressaute. Si ça ne tressaute pas, c'est très grave. C'est un mouvement réflexe, c'est un mouvement qui est naturel. Et on aura beau vous éduquer, on aura beau vous dresser à ne pas le faire, si vous voulez, bah, vous le ferez quand même. C'est un comportement naturel. Et ce n'est pas un comportement culturel. Ouais, c'est naturel. C'est naturel. Alors, tout ce qui relève du réflexe, tout ce qui relève de l'instinct, tout ce qui relève du comportement biologique, en fait, aujourd'hui, on le conçoit comme étant naturel, effectivement. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'était pas du tout ça le sens de nature humaine lorsqu'on a thématisé, théorisé cette notion. Qu'est-ce que c'est que la nature de quelque chose? Sa composition, la nature d'un problème, la nature d'une question, la nature d'une... Ouais, exactement. C'est les deux, en fait, mon général. C'est à la fois ce qui est essentiel à une chose, à un être, de manière générale, à une action aussi, peut-être, et c'est ce qui est à l'origine d'une action. Pourquoi? Parce que le mot nature, là aussi, c'est pas mal d'avoir fait un petit peu de latin, c'est vraiment très utile de faire du latin en philo, et de manière générale, pour comprendre d'où vient notre langue, pour comprendre quelle est la nature de notre langue, parce que nature, ça vient du verbe latin nascor, qui signifie naître. Ça a donné naissance. Nature, naissance, ça vient de la même racine. Ok. Euh, la nature, c'est effectivement d'abord, euh, peut-être et avant tout, ce qui est essentiel à un être ou à une action. Et ce qui est essentiel à un être ou à une action, c'est ce qui permet de le penser, pardon, distinctement d'autre chose. On va dire qu'il y a une nature humaine parce qu'il y a une nature animale et que ce n'est pas la même chose. Et que ce qui est essentiel à l'homme, on ne le retrouve pas chez l'animal et vice-versa. Okay. Autrement dit, la nature, c'est l'autre mot pour parler de la différence essentielle, la différence spécifique qui va euh, séparer tel groupe de tel autre. Premier sens de nature. Second sens, peut-être deuxième sens de nature, sens antique,
La nature, c'est l'origine. La nature, c'est la cause première, comme dirait Aristote, celle qui va produire une réalité. Euh, on peut parler, les historiens faisaient ça avant. Quelle est la nature de la Révolution française? On va s'intéresser aux événements qui vont déclencher la Révolution française. Et on va se dire, bah tiens, effectivement, par exemple, la Révolution française, c'est pas la même chose que la Révolution américaine. Ce n'est pas la même chose que la Révolution vietnamienne ou que la guerre d'indépendance vietnamienne dans les années, à la fin des années 40, début des années 50. Est-ce que la révolution américaine et la guerre d'indépendance vietnamienne, ce ne serait pas la même chose? C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas des événements de même nature? Et on va s'intéresser aux causes qui ont produit ces événements. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, deux sens donc, et un troisième sens qui est aujourd'hui peut-être le seul qui soit pertinent, et il faut se demander pourquoi. Troisième sens de la nature aujourd'hui, c'est ce qui relève du biologique par opposition au social. On va prendre un exemple que je vais creuser après. Hein. La bipédie, le fait de se tenir sur ses deux jambes et de marcher avec ses deux jambes, c'est naturel. Pourquoi? Alors, pour ne pas reprendre des catégories darwiniennes, euh, Darwin pense que nos organes ne sont pas faits pour quelque chose. Que, vous avez fait un petit peu de Darwin en SVT? Jamais, jamais. Je vous ferai un cours sur Darwin, ça me semble important. Euh, parce qu'on va parler de sélection naturelle. Après tout, c'est aussi un cours sur la nature. Euh, Darwin pense que l'œil n'est pas fait pour voir, qu'il n'y a pas de finalité inscrite dans les organes. Simplement, à un moment, le mécanisme de l'évolution a fait qu'il y a eu des yeux, que ces yeux voyaient, et que les espèces qui voyaient se sont reproduites plus vite que les espèces qui ne voyaient pas, parce qu'elles avaient un avantage adaptatif sur les autres, sur les espèces aveugles. Autrement dit, quand on a des yeux, on survit. Quand on a des yeux, quand on n'en a pas, on ne survit pas. C'est pas que l'œil est fait pour voir, c'est que l'œil a permis de voir et a fait que certaines espèces ont survécu. Donc il n'y a pas de finalité naturelle pour Darwin. Simplement, on pourrait dire, j'arrive tout de suite Pascal, simplement on pourrait dire que notre squelette, il est fait pour marcher, que nos muscles sont faits pour marcher, que la bipédie est une posture naturelle à l'homo sapiens sapiens, c'est à vrai dire à l'espèce homo en général, enfin, quasiment, hein, l'homo habilis, il se tient encore un petit peu sur les bras, mais il s'est beaucoup plus redressé, si vous voulez, qu'un chimpanzé ou même qu'un gorille qui se tient quand même relativement droit par rapport à des primates. L'espèce Homo s'est redressée. On pourrait se dire, oui, il y a une finalité dans le squelette et dans la musculature humaine. L'être humain est fait pour marcher. En revanche, la manière dont on va marcher, elle est sociale, elle est culturelle. Euh, un soldat et je ne sais pas moi, un chanteur de reggae ne vont pas marcher exactement de la même manière. C'est culturel, c'est social, c'est construit. Ouais, oui, parce qu'elles sont adaptées à leur milieu. Mais simplement, quand le milieu change brusquement, ce qui pouvait représenter une faiblesse ou un handicap peut, se, peut devenir en fait un avantage adaptatif. On va prendre un exemple très simple, je vais y revenir, hein, je vais vous faire vraiment un petit cours sur Darwin. Euh, Prenons le tyrannosaure, c'est costaud, hein. Quand on se retrouve face à ça dans Jurassic Park, on ne fait pas le malin. Le Jurassic Park, ça doit consommer, je ne sais pas, hein, à vue de nez, vu le bestiau, ça doit faire à peu près 3-4 tonnes, donc ça doit consommer, je ne sais pas moi, peut-être un tiers de son poids en une semaine. Facile, facilement. Bon, imaginons que, on n'a pas besoin d'imaginer parce que c'est ce qui s'est passé, imaginons qu'une grosse météorite frappe le Mexique, recouvre la Terre d'un nuage de fumée incandescent,
et carbonise à peu près toute la végétation aux alentours. Le tyrannosaure, qui est très costaud, a toujours besoin d'une tonne de viande par semaine pour continuer à vivre. Le problème, c'est que il va devoir se mettre au régime, et il va tellement se mettre au régime qu'il va finir par en mourir. Alors que la puce, le moustique, tout ça, tous les charognards, euh, toutes les fourmis, tous ces trucs-là, ça va très bien survivre dans ce nouveau milieu. Les dinosaures qui ont développé des ailes, pardon, euh, les ptérodactyles, ça va très bien survivre dans ce milieu-là. Autrement dit, ce qui est en haut de la chaîne alimentaire, parce que ça a certaines capacités, peut se retrouver assez vite dans un état d'extinction quasiment complet quand le milieu change. Euh, je vais y revenir, mais il ne parle pas de la survie du plus fort, il parle de la survie du fittest, survival of the fittest. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire être fit, ça ne veut pas dire être Thibaut in shape, si vous voulez. Ça veut dire, ça veut dire être adapté à. To fit en anglais, ça veut dire faire rentrer quelque chose dans une forme. To fit a plug into something. C'est faire brancher quelque chose. Okay? To plug in. Et c'est ça l'adaptation pour Darwin. Être adapté, c'est être en osmose avec son milieu et être capable d'y proliférer, en gros. De s'y reproduire plus vite que ceux qui essayent de vous bouffer. Alors, donc, trois sens, et on va le noter. Petite synthèse sur cette notion. Qu'appelle-t-on nature? Alors, je vais faire vraiment une sorte de cours systématique, de liste pour le coup de course, mais pour que ce soit clair. La nature désigne d'abord c'est au sens chronologique du terme. La puissance créatrice de matière et de formes vivantes autrement dit, l'origine de toute vie. Chez Aristote, chez Platon, on appelle ça la physis en grec, ça a donné la physique en français. Chez Aristote et chez Platon, la nature désigne donc cette puissance du vivant. Cette puissance, on pourrait dire, germinale, celle qui va faire naître les trucs. C'est la puissance du vivant. Chez Aristote et Platon, la nature, c'est la puissance du vivant, la puissance créatrice du vivant. La nature désigne aussi l'essence d'un être, d'une action ou d'une idée.
on parle ainsi euh, de la nature de l'homme, ou de la nature de la justice, ou du courage, ou de je ne sais pas quoi. Tout ce qui relève de l'idée. Tout ce qui relève en tout cas de l'abstraction. Donc les vertus, la beauté, tout ça. Quelle est la nature de quelque chose? À l'époque moderne, et en fait, déjà dans l'Antiquité, mais c'est vraiment l'époque moderne qui va réduire la nature à ça. Euh, à l'époque moderne, c'est quand l'époque moderne? C'est le XVIIe siècle. C'est Hobbes, Descartes, Newton, Leibniz, etc. etc. En gros, c'est ceux qui inventent les maths modernes. Pas l'algèbre, hein, ça c'est Euclide, mais ceux qui inventent vraiment la mathématisation du monde après Galilée. Alors, à l'époque moderne, la nature va désigner et ne va plus que désigner, en fait, plutôt ne va plus désigner que, la nature va désigner l'ensemble des lois physiques du monde. Alors, c'est pour ça que c'est quoi le bouquin, le livre de Newton? Le titre exact du livre de Newton, il me semble que ce sont les principes. euh, En gros, ce sont les principes de la nature. Euh, Laissez-moi faire une toute petite recherche parce que le titre est en latin et que je ne l'ai pas en tête immédiatement. Ta, ta, ta. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Je traduis les principes mathématiques de la philosophie naturelle. De la philosophie naturelle. C'est la loi de la gravitation universelle, le livre de Newton, 1687. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, chez les anciens, il y avait un ordre naturel, on appelait ça le cosmos, mais c'était un ordre qui ne reposait pas vraiment sur des lois mathématiques, hein. Pour Aristote, pour Ptolémée, euh, le ciel est littéralement en haut et la Terre en bas. Enfin, depuis Copernic, si vous voulez, on sait que la notion de haut et de bas n'a aucun sens d'un point de vue physique. Tout dépend du référentiel dans lequel on se place. Et il n'y a pas de haut et de bas. Et il n'y a pas d'étage noble et d'étage populaire, si vous voulez, dans le monde. Le ciel n'est pas plus pur que la terre. Le ciel n'est pas moins corruptible que la terre. Ça va complètement changer euh, à l'époque moderne. À l'époque moderne, euh, la nature, c'est de la matière. Ça, voilà, vous allez noter ça. La nature est réduite à une matière qu'on peut mathématiser. On voit ça chez Hobbes notamment. Quand Hobbes parle de nature humaine, qu'est-ce que c'est que la nature humaine? La nature humaine, c'est un corps. Un corps qui fait des trucs, c'est-à-dire qui va se déplacer dans l'espace et être capable de mener certaines actions. La nature humaine, c'est pas la raison, ce n'est pas le langage, c'est ce que le corps humain est capable de faire. Changement total de perspective sur ce que c'est que la nature. Dernier sens, qui fut le premier, hein, dans la réaction de Pascal au début du cours, la nature humaine, la nature, c'est aujourd'hui, à l'époque contemporaine, le biologique. C'est-à-dire l'ensemble
des lois, et là on retrouve le troisième sens de la nature, l'ensemble des lois qui régissent le vivant. Et là on retrouve peut-être le premier sens de la nature, le vivant. Donc, que faire de l'idée de nature humaine? Que faire de l'idée de nature humaine? Oui, oui, oui. Et ensuite, je me remets à parler. Pas longtemps, mais quand même un petit peu. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi l'idée de nature humaine est en crise, pourquoi elle a été mise en crise ces derniers temps. Et quand je parle des derniers temps, c'est depuis le milieu du 19e siècle, mais en réalité, cette crise se poursuit encore aujourd'hui. Et je voudrais vous parler un petit peu de Darwin. Quelle est l'idée directrice de l'origine des espèces? C'est un ouvrage qui a été publié en 1800, il me semble, 59. Euh, Quelle est l'idée directrice de cet ouvrage? Donc, dans cet ouvrage, Darwin va théoriser ce qu'on appelle l'évolution. Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Là encore, je reviens aux remarques que j'ai faites précédemment. Quand on entend évolution, on entend évoluer, et donc mieux qu'eux. Il a évolué, c'est toujours positif d'une certaine manière. Il faut bien comprendre que pour Darwin, l'évolution n'est pas un processus qui est finalisé, c'est-à-dire qui tend vers un but. L'évolution, c'est un processus qui est aveugle, qui continue en permanence, mais qui n'est pas plus ou moins, qui n'est pas mieux ou pire, qui ne va pas vers le mieux, qui ne va pas vers le pire. Simplement, l'évolution, c'est la transformation des espèces et l'émergence de nouvelles espèces. C'est tout. Okay. Quelle est l'idée directrice donc du darwinisme et de la théorie de l'évolution darwinienne? L'idée de Darwin, c'est que euh, toutes les espèces vivantes ont une origine commune, ont une ancestralité commune. Okay. Tous les êtres vivants partagent le même arbre généalogique. Vous connaissez cette idée qui est fausse, que selon Darwin, l'homme descend du singe. C'est faux. L'homme ne descend pas du singe. En revanche, l'homme est le singe, l'homme est le cheval, le singe et, je ne sais pas moi, l'escargot, ont une origine commune, ont un ancêtre commun. Alors, évidemment, aujourd'hui, on peut se le représenter un petit peu mieux. C'est ce qu'on va appeler, et j'y reviendrai la prochaine fois, c'est ce qu'on va appeler la phylogénétique. Euh, une fois qu'on a découvert l'ADN au début des années 50, il me semble que c'est 53, 56, on va se rendre compte que plus des espèces ont de l'ADN en commun, ont des séquences génétiques en commun, plus il est certain qu'elles sont des cousins proches dans l'arbre généalogique du vivant. Okay. Et ça, on peut le voir en faisant le séquençage du génome de l'être humain et du chimpanzé, de l'être humain et du cochon, de l'être humain et du cheval, etc. On va être capable de mesurer, en fait, quand au sein de l'espèce du vivant, il y a eu un embranchement et une nouvelle espèce a émergé. Okay, ou une nouvelle race au sein de cette espèce a pu émerger. Par exemple, comment le zèbre s'est distingué du cheval, ou comment l'Homo habilis a donné naissance à l'Homo erectus. Est-ce que ça va ou pas du tout? Ça va pas du tout. Vous voyez ce que c'est qu'un arbre généalogique? Ok. Généralement, c'est à l'échelle familiale. Est-ce que j'ai un feutre? Ça serait super.
falloir que je renouvelle mon stock. On va être très traditionnaliste, mais en gros, un papa, une maman, des rejetons, ok, imaginons une famille nombreuse, et ça va recommencer si vous voulez. Ok, là, lui, il en a pas, lui, il en a trois, etc., 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 etc. Imaginez qu'à la place d'un papa et d'une maman, vous ayez un ancêtre commun, probablement un virus d'ailleurs. Il y a des centaines de, en tout cas, il y a des dizaines de millions d'années. Il y a des centaines de millions d'années. Il faut que je revoie mes cours de bio. La théorie de Darwin, c'est qu'à un moment, l'ancêtre commun va muter. Il va y avoir une mutation du virus. C'est pas nouveau, c'est même très ancien. Ce, ce virus qui a muté va donner lieu à une nouvelle espèce. Puis, ça va encore muter, et il y aura une nouvelle espèce. Puis une nouvelle espèce. Et de loin en loin, en fait, par un processus que Darwin appelle la sélection naturelle, il va y avoir des espèces distinctes qui vont donner naissance à des espèces distinctes. Parmi ces espèces, il y en a certaines qui vont disparaître à tout jamais, et d'autres qui vont prospérer. Ces espèces qui vont prospérer vont donner lieu à de nouvelles espèces, etc., etc. Et c'est un processus qui va prendre des millions d'années. C'est très long. On y revient la prochaine fois, et la prochaine fois, à ceux dont je n'ai pas rendu la copie, je les rends pas. Ouais, Pascal. Sur ce que j'ai raté. Ce que vous avez raté, c'est l'introduction de ça en fait. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, on n'a rien fait sur le chapitre 2. On avait préparé sur table l'introduction. Donc c'était juste l'introduction. C'était juste l'introduction. Okay. Et l'introduction, vous l'avez corrigée. Okay. Donc vous avez, en termes de cours, vous n'avez rien loupé. Okay. Ouais. Alors oui, il y aurait un devoir à faire en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire J'y réfléchis pour la prochaine fois. Et ça sera une petite intro aussi. Exactement. Faut qu'on mette ça vite en place, effectivement, parce que comme j'ai loupé 2 semaines de cours, enfin une semaine du coup. Au revoir. Non, mais ce que je veux dire, Pascal, c'est que ça marche dans les deux sens. Tu m'écris, je te réponds. Je t'écris, tu dois me répondre. Tu vois, ça s'appelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, Essaye de faire attention à il ça. n'était pas censé pleuvoir, il pleut des cordes. Hein? Oui, c'était ce bruit qu'on entendait alors. Bon, bonne journée. Toi aussi.
Bonjour. Installez-vous. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, j'ai eu un petit souci avec ma dissertant. Ah, je sens qu'il va y avoir plein de soucis. Est-ce que je peux vous la rendre aujourd'hui? Monsieur, vous êtes classe aujourd'hui, hein? Ouais. Ayez pitié de vous. Monsieur, vendredi. D'accord. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer ou l'imprimer d'ici la fin de la journée? Ah oui, oui, ça serait parfait. Je pars à 4h. Donc je ferai un tour par mon casier. Si vous pouvez me l'imprimer, ce serait vraiment super. Bonjour. Installez-vous donc. Alors, je fais l'appel. Bonjour. Est-ce tout le monde? Asseyez-vous que je compte. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Il m'en manque un ou une. Statistiquement, c'est plutôt une. Yasmine. Ouais. Bah, il manque Erline en fait. Erline. Je sais qu'il y a une grève du bus Rémi, qui fait notamment la navette avec Dreux.